On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est rare à l'émission qu'on parle de film, mais c'est le cas aujourd'hui, le film Vice ou Vice, qui raconte la vie de Dick Cheney, vice-président américain sous George W. Bush, mais qui a joué un rôle important aussi dans la politique américaine des 40 dernières années. Le Joannais Joseph Coury a joué un rôle quand même important au sein de l'ONU à quelques occasions. Il a vécu des moments importants de cette période et il désirait nous partager ses commentaires. Vous savez, à chaque temps des fêtes, il y a toujours un film intéressant qui sort. Il y a des films pour enfants, bien évidemment, on est dans le divertissement, la comédie, mais il y a un film drôlement intéressant qui, à la limite, tire parfois un peu sur le volet plus comédie, mais qui est sur un fond totalement réel. C'est le film Vice ou Vice, où on nous raconte un peu la vie de Dick Cheney, qui était le vice-président américain sous l'ère de George W. Bush, mais qui a eu un parcours politique fort intéressant, étalé sur à peu près 4 décennies. Et notamment, on y comprend un peu tout le poids politique qu'il a eu durant les années Bush, et notamment dans le déclenchement de la guerre en Irak, entre autres. Et l'un des Joannais, qui, lui, était peut-être aux premières loges au moment de ces années-là aux Nations unies, a vivement réagi à la sortie de ce film, c'est Joseph Coury. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, il faut un peu rappeler les faits parce que durant une certaine période, Joseph Coury était président de l'Association canadienne pour les Nations unies. Premièrement, qu'est-ce que c'est comme association et c'était à quelle époque? C'est une association, on dirait une ONG, qui fait partie d'une fédération mondiale représentée dans 80 à 90 pays à peu près. Moi, j'étais le président du Québec. Après, je suis devenu président du Canada. C'est toujours le premier ministre du Canada et la gouverneure générale ou le gouverneur général qui sont des partenaires. Nous étions, ou nous sommes toujours, l'antenne d'information des Nations unies pour défendre des projets à travers le monde. Et comment vous vous êtes retrouvé là? Pardon? Comment vous vous êtes retrouvé là? Bien, j'étais à Québec. Et moi, depuis longtemps, des gens de la famille qui faisaient partie et des proches de ma famille, des fondateurs des Nations unies, comme Charles Malek, qui était l'ambassadeur du Liban auprès des Nations unies, et c'était un des fondateurs. Et le Liban est un fondateur principal des Nations unies. Donc, depuis ma jeunesse, j'avais une certaine attirance et un certain intérêt à ces sujets qui relèvent l'humanité entière. Je me rappelle très bien, quand j'étais jeune, je connaissais le nom de tous les députés, les ministres. C'était tout à fait normal. On vivait dans un bain de communication et surtout dans un bain communautaire. Là, on voyait tout ce qui se passait. Donc, à Québec, ça a été le choix, après ma première année à titre de directeur, de me donner la présidence et qui a duré 3 années. C'est le maximum 3 ans. Après, j'ai été le représentant du Québec dans la section canadienne à Ottawa durant 3 ans aussi. Et j'ai travaillé aussi au niveau de la Fédération mondiale à Genève. Et on est à New York, à Genève, et dans un pays africain, au Ghana. Donc, notre projet, c'est de défendre tout ce qui touche à l'humanité sans aucun attrait politique ou quoi que ce soit. Là. Bon, sauf que au moment où vous étiez président de l'Association canadienne pour les Nations unies, se tramait donc ce qu'on voit un peu dans le film avec l'intervention de Colin Powell, qui tentait de convaincre les Alliés d'embarquer dans cette guerre que personne ou très peu n'y croyait, à part probablement Tony Blair en Grande-Bretagne et quelques autres alliés. Mais et rappelons-nous également que le Canada a refusé d'embarquer dans cette guerre. Jean Chrétien, d'ailleurs, Jean Chrétien en fait toujours mention dans ses mémoires qu'il a tenu tête à George Bush et à Tony Blair pour embarquer dans cette guerre. Mais de quelle façon... En fait, première question, allons-y d'abord avec le film. Oui. Quels sont les commentaires ou les réactions que le film a suscité? En ce qui me concerne, moi, j'attendais impatiemment d'aller voir ce film. J'ai été le voir 2h15 sans bouger. Je focusais sur le film pour comprendre chaque regard, chaque phrase, chaque commentaire. C'est un film géant, mais il a manqué la première partie, malheureusement. C'est-à-dire? C'est-à-dire la première partie durant le règne de George Bush père. Ouais. Et Dick Cheney était le secrétaire à la Défense. Ouais. Ça, c'est le départ de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le déclenchement, pas seulement de la tempête du désert, ni l'axe du mal, c'est un déclenchement qui a perturbé et qui perturbe aujourd'hui le monde entier. À mon avis,
les premiers responsables, c'est sûr, j'innocente le peuple américain, je ne fais aucune critique. Je pense que les deux présidents manquaient des conseillers capables d'identifier la relation interculturelle entre les peuples. C'était la base de la création des Nations Unies, sinon on aurait eu des guerres à tous les jours. Il y a des conflits, il y a des identités, il y a des idées, il y a des cultures qui sont complètement différentes. Donc, je pense qu'il manquait à l'appel pour comprendre c'est quoi la cause principale. C'est vrai, le Koweït a été, ou l'Irak a fait son invasion au niveau du Koweït. Il est rentré au Koweït sans prendre compte de l'indépendance de l'État. C'est un membre des Nations Unies, de l'Assemblée générale. C'était en 1990. Mais ce qui est dommage dans le film, on aurait dû parler de ce qui s'est passé en 1990, parce que la suite de 2002, c'était une suite logique de 1990. Quelle a pu être l'influence de Dick Cheney dans la première guerre du Golfe, celle de 1990? L'influence première, c'est une influence économique. Il y avait des problèmes économiques majeurs aux États-Unis, surtout dans toutes les entreprises qui fabriquaient des armes et des entreprises qui faisaient faillite parce qu'il n'y avait plus de marché pour vendre ces armes-là. Tout à l'heure, je vais vous raconter une histoire personnelle que j'ai vécue au Qatar avec une personnalité de ce pays. Donc, il fallait trouver une solution, il fallait trouver une base, et depuis, la guerre commençait entre l'Irak et l'Iran. Et les États-Unis étaient proches de l'Irak pour le pétrole. Donc, on va parler du pétrole. Parce que si on prend dans le passé avant, quand ils ont séparé cette région, les Français et les Anglais, dans l'accord Sykes-Picot, en 1915-1916, les Français pensaient être intelligents. Ils disaient on va laisser le désert pour les Arabes du Golfe Persique, mais ce désert était des perles diamantées. Et le pétrole est sorti. Donc, les Américains avaient besoin d'argent immédiatement. Et Saddam Hussein avait le pouvoir. Vous connaissez très bien c'était quoi la mentalité de Saddam Hussein. Avec son pouvoir, il pensait qu'il était le dieu, le king du monde. Donc, il ne croyait à personne, il n'écoutait personne. Il avait son adjoint, Tariq Aziz, c'était le ministre des Affaires étrangères, qui le suivait, qui décidait tout ce qu'il voulait. Donc, il y avait une structure, un chaos qui commençait à s'installer au Moyen-Orient, entre, par exemple, la Syrie et l'Irak, les régimes basses. C'était deux identités différentes, mais qui pensaient la même chose. Donc, ce qui est arrivé, Dick Cheney avait besoin d'une sortie pour déclencher une guerre et vendre les armes. Et le déclenchement n'est pas venu de Dick Cheney, il a préparé peut-être en répondant négativement aux Irakiens, à Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, 1-2 août 1990, il a décidé d'envahir le Koweït. Mais quand on voit dans le film, parce que le Dick Cheney des années 70 à 90, c'est un Dick Cheney qui arrive un peu... Un jeune qui arrive par la porte d'en arrière avec entre autres, le secrétaire de la Défense de l'époque sous Richard Nixon. Il devient chef de cabinet de Gerald Ford par la suite, mais Jimmy Carter arrive au pouvoir en 1976. Il est par contre élu au Congrès pendant une dizaine d'années. Et George, ensuite, évidemment, est réhabilité sous les années Reagan et arrive l'ère du président Bush père, où là, finalement, il se fraye un chemin dans les ornières du pouvoir. Donc, il a toujours été quand même à proximité des présidents, à proximité des secrétaires à la Défense. Et quelle influence a-t-il pu jouer avec Donald Rumsfeld pour convaincre? Parce que la première guerre du Golfe, les Américains ont quand même réussi à créer une coalition de 28 pays, dont le Canada, en 90. Je comprends. Il y avait Don Quayle, le vice-président, il y avait John Sununu, le chef du cabinet, il y avait tout ce beau monde-là, et Rumsfeld avec Bush, il y avait un homme d'orchestre, il y avait le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, c'était Dick Cheney. C'est pour cela que le film est basé, si on le détermine, on le conjugue entre le français et l'anglais. En français, c'est vice. Ouais. Il y avait un certain vice à l'intérieur de ce vice. Ouais. Vous me comprenez ce que je veux dire? Il avait une idée assez importante, c'est d'aller de l'avant, et c'était sa région pour aller chercher, récupérer l'argent pour les États-Unis. Les États-Unis avaient, dans le temps, fait pas mal de guerres dans les Amériques. Et malheureusement, là-bas, l'argent n'existait pas. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ils cherchaient là où l'argent se trouvait. Et moi, j'ai vécu des expériences importantes. Dick Cheney, quand il a décidé d'envahir, le 2 août, c'était une décision incroyable qu'il a eu le Conseil de sécurité,
il a eu le comité de crise, il a eu les téléphones auprès de 64 pays de la part de George Bush père, il avait nommé, et ils ont pris la décision, l'article 660, je pense, des Nations Unies, de condamner l'Irak. C'était la première résolution, en une journée. Et ça a continué à fonctionner sous la direction de Dick Cheney. Parce que Dick Cheney, quand ils ont décidé d'envahir et d'aller à l'encontre de... Après une multitude de réunions, même Pérez de Cuéllar, qui était le secrétaire général, est allé 2 jours avant pour rencontrer Saddam Hussein. Il y avait Jim Speaker, qui est allé rencontrer aussi Tariq Aziz à Londres 48 heures ou 72 heures avant pour demander à Saddam Hussein de se retirer. Sinon, le mal sera là et la tempête sera là. Mais lui, il voyait que la guerre, que c'est lui le grand symbole. Il a refusé de se retirer et ils sont tombés dans une guerre, là où j'étais membre du comité canadien et je voyais des images qui arrivaient du désert du Koweït, que ces soldats n'avaient même pas de chaussures, ils ne mangeaient presque pas du pain. Donc la guerre a duré même pas 3 jours. Ouais. Et Dick Cheney a réussi à vendre la dernière balle qui se trouvait en Allemagne depuis la Deuxième Guerre. Ils ont allé chercher les milliards de dollars, mais comment? Moi, j'ai écrit un rapport, d'ailleurs, qui a été déposé auprès des Nations Unies à la conférence du Rio et la rencontre, l'Assemblée générale à Barcelone, de la FMANU, la Fédération mondiale, et j'ai donné le nom, la guerre du Golfe, une guerre insensée. Je l'ai déposé, ce mémoire-là, parce que c'est vrai, parce que je me trouvais par hasard à l'hôtel Intercontinental. C'est l'hôtel qui se trouvait juste à côté de l'ambassade américaine à Kuwait City. Je le voyais de la fenêtre. Mais qui je trouvais, c'était après le retrait de Saddam Hussein, je ne trouvais que les commerçants, les hommes d'affaires des États-Unis, partout dans le hall, qui vendaient les choses-là. Et le Canada, après avoir investi des centaines de millions, a obtenu un seul contrat, c'est d'éteindre les puits à Koweït. C'est le seul contrat. Et le Canada a joué un rôle impressionnant. Il a joué un rôle remarquable à titre d'agent de paix. Le Canada n'a jamais été un pays pour déclarer la guerre contre qui que ce soit. Donc, ce que je trouve malheureux, et ce qui se passe actuellement, c'est une leçon depuis les années 90 qui nous mène aujourd'hui à 2019 dans un chaos total sur la planète Terre. Et ce chaos n'est pas fini encore parce que ça a été secondé, ça a été continué avec le George Bush fils. Bon, si effectivement dans le film on voit peut-être un peu moins la période, disons, de 88 à 92 sous Bush père et de l'influence de Dick Cheney sur la première guerre du Golfe. Par contre, dans la seconde, avec Bush fils, on voyait tout. Là, on voit évidemment la totale parce que même à la limite, et je comprends un peu aussi ce que le réalisateur a voulu faire, on est parfois à la limite de la caricature, mais on constate assez bien qui a été le vrai président pendant 8 ans. C'est un peu ça. Dick Cheney. Clairement. Pour les 2 périodes, et George Bush tenait à avoir Dick Cheney comme vice-président. Dick Cheney même se préparait pour devenir président. Il avait un problème à l'interne, un problème familial. Ouais. Il avait une femme exceptionnelle, d'une force, d'une intelligence absolue. Ouais. On est clair. Ça, on n'a pas parlé beaucoup de la femme, parce que dans le temps, c'était l'esprit de guerre qui régnait partout. Mais si on passe de la première étape, donc on a bien expliqué la première étape de George Bush père, qui était la base essentielle, qu'on le veuille ou non, de ce déclenchement que nous vivons même aujourd'hui en 2019 et qui n'est pas arrêté encore là. Donc le George Bush fils, George W. Bush, c'est sûr, c'est après l'événement de World Trade Center, le 11 novembre. Qu'on le veuille ou non, et on sait très bien comment c'était passé parce que Ben Laden était l'ami des Américains avant. Il était l'ami, il investissait même de l'argent. Il se passe beaucoup de choses dans la politique. Je ne veux pas critiquer aucunement la politique américaine, mais je pense qu'il manquait dans le temps, je ne la suis pas beaucoup aujourd'hui, une vision qui relève d'un système qui ne voyait pas ou qui n'était pas prudent. Ils se pensaient les rois du monde, les maîtres du monde. Pourtant, aujourd'hui, le président actuel, Trump, il dit on n'est pas la police du monde, mais ils ont toujours utilisé
le rôle de la police mondiale. Même quand ce qu'ils ont fait avec la Chine, les événements de Tiananmen. Ils ont installé une station de radio à Hong Kong pour diffuser les chants patriotiques. Et la Chine a réglé ça d'un bout à l'autre. Maintenant, c'est la première au monde. Donc, ce qui s'est passé avec George W. Bush, et il avait besoin de Dick Cheney parce qu'il n'était pas beaucoup respecté. Il n'avait pas le pouvoir d'un leader comme les autres présidents, Kennedy et compagnie. Il ne l'avait pas. Et Cheney s'est installé comme étant probablement l'un des vice-présidents les plus influents de l'histoire américaine. Exactement. Avec des pouvoirs quand même assez clairement définis et en jouant un peu aussi avec l'interprétation des lois, avec de très bons avocats et la Constitution américaine. Maintenant, la différence, je vais donner un petit peu raison à la première partie du père Bush, c'est qu'il s'est engagé avec la majorité des pays industrialisés, surtout le Conseil de sécurité, parce qu'on doit voter au Conseil de sécurité qui a tout le pouvoir. Ce n'est pas l'Assemblée qui a le pouvoir. Le Conseil de sécurité qui représente les 5 pays, que malheureusement, les 5 pays sont les producteurs d'armes. Donc, il y a un petit peu un quiproquo entre les deux. Comment peux-tu travailler et défendre la démocratie quand tu es un fabricant d'armes? Il y a un problème là-dedans. C'est qu'ils ont décidé de s'impliquer parce que le pays a été envahi. Il y a eu l'invasion de la part de l'Irak contre le Koweït. Mais la deuxième partie, ces conseillers de George W. Bush l'ont confirmé à 100% que le régime de Saddam Hussein ne possède aucunement les armes de destruction massive, ni les armes nucléaires. Mais qu'est-ce qu'il a fait Dick Cheney? C'est le contraire, il va poursuivre son pouvoir et sa force à titre C, il était le patron, est allé faire une visite diplomatique dans une soixantaine de pays. Mais il voyait le pouvoir américain, pourquoi? Pour aller chercher aussi le pétrole. Ça relève toujours du pétrole. Mais lui-même a été PDG d'une grande multinationale. Exactement ça. Ouais. Ce qui lui a amené des ennuis judiciaires aussi, là, avec les enjeux à l'égard de Halliburton. Mais donc, Dick Cheney a eu à traîner, disons, certains ennuis à l'égard de son passé. Exactement ça. Exactement. Donc, avec cette mission qu'il a faite, c'était pour convaincre les pays de suivre les Américains, les États-Unis, dans une autre guerre, parce que l'axe du mal, il a donné l'axe du mal, ça venait de chez Saddam Hussein. Parce que, premièrement, Ben Laden n'avait pas un pays, c'était un regroupement militaire qui faisait des problèmes majeurs, et surtout à l'extérieur. Mais à chaque fois quand Ben Laden déclarait que nous, on a fait cette tuerie, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça, c'était des déclarations. Et malheureusement, dans les pays occidentaux, on s'est engagé dans ce processus. Oui, c'est Ben Laden, c'est Al-Qaïda qui a fait ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sans l'accord des Nations unies, et ça, le point le plus important, la Chine, la France, la Russie n'a pas donné son accord. Et je me souviens très bien, le ministre de l'Environnement, Chevanet, a démissionné du gouvernement. Donc, ce qui s'est passé, pour aller, ça veut dire pour dépasser ou exécuter comme il faut le chapitre 7 et l'article 40-41 de la Charte universelle des Nations unies, il faut qu'on ait usé toutes les possibilités économiques, financières, humanitaires, tout, avant de déclencher une balle et d'une décision unilatérale avec son cabinet, malgré les gens qui, autour de lui, son entourage, déclinaient cette guerre-là. Il dit, vous n'avez pas le droit de faire ça parce qu'on n'a aucune autorisation, on n'a aucune nouvelle qui confirme exactement des armes de destruction massive à Koweït. Il a fait le déclenchement. Et la guerre a duré 5 heures. 5 heures. Mais les Koweïtiens, ce que me disaient, moi, quand j'étais à Koweït City, j'ai dit, on n'avait pas besoin de cette guerre. Et j'ai écrit ça dans mon rapport. Et j'ai été à 10 mètres depuis là, 10-15 mètres à peu près là, pour aller voir ce qui se passait là-bas. Ça, c'était une catastrophe, mais à mon avis, c'était une guerre purement économique. Mais qu'est-ce qu'elle a engendré, cette guerre? Elle a fait monter le Moyen-Orient l'un sur l'autre. Elle a mis le Moyen-Orient dans un chaos total. Les villes contre les pays contre les pays, les rites ou les religions contre des religions qui vivaient tous en paix dans le temps. Et actuellement,
il n'y a plus aucune définition de ce qui se passe. Maintenant, le Golfe Persique est en mouvement. On voit très bien que ces pays, ces Émirats qui se trouvaient, on appelle ça le sommet économique, la rencontre économique, ou les pays économiques de 7 pays à peu près, ils sont tous presque l'un contre l'autre, là. Si on prend le Qatar, et si on prend l'Arabie saoudite, si on prend le Koweït, le Bahreïn, les Émirats, et ils ont une richesse absolue. Mais imaginez-vous, quand ils ont décidé, ils ont déclenché le nouvel ordre mondial, les Bush. Mais maintenant, on n'est plus dans un nouvel ordre mondial, on est dans un désordre mondial. Et ce qui me fait de la peine personnellement, et moi personnellement, je ne vous le cache pas, et je le dis même publiquement, j'ai eu le privilège de rencontrer en privé M. Paul Martin et M. Stéphane Dion. Mais Paul Martin, je me suis proposé, là, il y a 20 ans à peu près, là, je parle d'il y a 20 ans à peu près, je me suis proposé d'être un consultant, un conseiller spécial pour la région là-bas. Et ce que j'avais écrit dans mon mémoire, on le vit aujourd'hui. Oui. On le vit aujourd'hui de A à Z. Moi, je l'avais vu il y a 20 ans à peu près. Donc, je ne sais pas actuellement qu'est-ce qui va se passer. On est devant un point d'interrogation majeur. Il y a des événements. Il y a un désaccord dans différents pays. Il y a un organisme qu'on appelle les Nations Unies qui veut un chaos total. Il y a des failles économiques. Il y a des problèmes. Moi, je n'ai jamais appris qu'un jour, le Canada va se trouver dans un problème avec la Chine ou avec les États-Unis. Ça devient grave actuellement. Bien, de voir dans les dernières semaines le Canada avoir des relations diplomatiques assez froides avec la Chine, mais avec l'Arabie saoudite aussi. C'est exactement ça. Mais de voir de l'autre côté que même sous le régime Obama, on a rapproché un peu les ponts avec l'Iran, et même que Donald Trump rapproche les ponts avec la Corée du Nord. Donc, le fameux axe du mal, le Evil Axe de George W. Bush, aujourd'hui, il est un peu désaxé, si on veut. Parce que l'Iran est un autre joueur, la Corée du Nord, c'est pas trop quoi y en c'est un joueur majeur. Quoi y penser. Mais bref, le nouvel ordre mondial dans lequel on est aujourd'hui, de ce que je comprends des commentaires, c'est qu'il a été en bonne partie, disons, imposé par un joueur influent du nom de Dick Cheney. Exactement ça. C'était le chef d'orchestre. C'était un homme intelligent. D'ailleurs, on a vu dans le film que sa femme était première d'université, puis elle était première de classe. Elle était première entourée, bien entourée. Mais il manquait à ces gens-là le savoir au niveau de la relation culturelle, interculturelle entre les peuples. Moi, je n'irai pas vendre la vente d'une vache dans un pays où la vache est sacrée. Ils n'ont pas compris ça. Moi, je respecte. J'ai eu le privilège de connaître une centaine de pays. Et pas plus loin. Pas plus loin, je me trouvais en Afrique une fois, il me disait, si on coupe vos veines, on voit du sang noir. Et je garde cette fierté à vie. Je me suis engagé avec le peuple africain. J'étais dernièrement dans une mission, je me suis engagé et j'ai parlé la langue de ces gens-là. Mais parce que c'est normal, je serai là, je m'adapterai à eux autres, je n'irai pas changer leurs coutumes. Il faut respecter les coutumes et les mœurs. Mais malheureusement, des pays comme les nôtres, on est en train de payer la nôtre, mais nous ne sommes pas, on n'a rien fait. Nous sommes loin de tout ce qui se passe actuellement. Ils nous imposent, par exemple, la situation de la vice-présidente chinoise. Le Canada n'a rien à faire là-dedans. Ils nous ont imposé. Mais on en paie le prix. Hein? Mais on en paie le prix. Mais c'est exactement ça. Nous, on a absolument... C'est pas rien faire. On fait de toute façon, tout ce qui est bien pour l'humanité, c'est la réputation du Canada. On voit très bien comment le Canada a fait... Depuis d'ailleurs, Monsieur Chrétien était imposant mondialement, il a joué un rôle, et moi, je le félicite aujourd'hui d'avoir refusé. Nous, on a accepté de participer, je me rappelle très bien, j'étais à Doha, au Qatar, et les Qataris, d'ailleurs, le frère du ministre de l'Industrie, m'a dit, l'aéroport de notre ville accueillez les avions canadiens, vous êtes nos frères. J'ai dit, vous êtes nos frères, nous sommes frères, d'accord, mais nous, notre gouvernement n'était pas prêt, c'est pour ça qu'il n'a pas participé militairement, il a prêté des avions pour participer à cette guerre-là. Joseph Khoury, c'est fort intéressant. On invite d'ailleurs les gens peut-être à aller voir le film Vice sur, évidemment, Dick Cheney et toute son influence politique sur le nouvel ordre mondial dans lequel on est aujourd'hui. Joseph Khoury, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
Bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football. Oui, avec le corps arrière des Carabins de Montréal et ancien géant Dimitri Morin. Manquez pas ça. Puis ça a l'air que Richard Rasco va aller au Daytona 500. Ils vont être live. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Si vous n'avez pas encore disposé de votre sapin de Noël naturel, puis là, les dépôts, évidemment, ont terminé, bien, vous pouvez toujours aller récupérer le tout via les différents écocentres de compost au Richelieu. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 4 000 en prix. 30 dépositaires un peu partout sur le territoire pour acheter vos livrets. Allez sur le site Internet de la télé pour avoir tous les détails. Et puis, entre-temps, pour m'écrire par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.